d'accueillir pour commencer un binôme, Claude Lacharité et Benoît Chêne. Alors, ma mission étant de présenter les deux, on ne présente plus Claude Lacharité, mais j'ai quand même trouvé, je le rappellerai, qu'il est titulaire de la chaire de recherche du Canada en histoire littéraire et patrimoine imprimé à l'Université du Québec à Rimouski. Et comme vous le savez, ses premiers travaux ont porté sur la rhétorique épistolaire de Rabelais. Je ne rappelle pas l'ouvrage que nous avons parcouru en détail pour le colloque d'aujourd'hui en direction avec Roxane Roy, Femmes, rhétorique et éloquence sous l'Ancien Régime en 2012. Je signalerai simplement, j'ajouterai qu'il est à la fois universitaire et écrivain et que ses travaux de recherche portent aussi sur les littératures et l'historiographie littéraire du Québec et donc sur la Renaissance d'un côté, le Québec du 19e siècle de l'autre côté. J'ai le plaisir également, puisque la communication qui va nous être présentée a été formée dans un dialogue entre deux, de présenter Benoît Chêne. Lui-même est historien indépendant, spécialiste de l'Angleterre Tudor, avec comme grands axes de recherche l'histoire du genre, l'histoire politique et culturelle. Il a fait paraître Le corps en majesté, Élisabeth Ier d'Angleterre, et il travaille sur les lois somptuaires et la figure d'Anne de Boleyn de façon plus récente. Voilà, donc je vous donne la parole et vous présentez le titre de votre communication qui peut-être est le même que celui qui est marqué là. Merci beaucoup. Déjà, quelques remerciements pour l'intégralité des personnes qui ont organisé cette journée d'études à laquelle je pense que l'on est très heureux de participer. Alors, pour notre part, nous allons vous parler donc des discours néo-latins d'Élisabeth Ier d'Angleterre. Donc, le long règne d'Élisabeth Ier, qui s'étendit de 1558 à 1603, coïncida avec l'apogée de la Renaissance anglaise, une ère de renouveau intellectuel marquée par notamment l'expansion pleine et entière de l'humanisme, autrement appelé les Studia Humanitatis. Il convient d'ailleurs de rappeler que la reine elle-même, je me suis assez penché sur le sujet, est le pur produit d'une éducation humaniste mue par l'ambition de façonner le corps et l'esprit dans cet idéal antique vraiment qui lie d'un côté valeurs politiques, préoccupations politiques et éthiques. Afin de la faire boire aux sources du savoir, ses précepteurs l'ont initié au latin, comme il se doit, à l'examen, à l'imitation du style des anciens, ainsi que le préconise doctement Roger Ascham dans son ouvrage. La modification. Tout de suite, société. Ok, je mets. Je vais y arriver. Voilà. Voilà, pardon. Comme donc le préconise doctement Roger Ascham, un des précepteurs d'Élisabeth dans The Schoolmaster, un de ses traités éducatifs publiés à titre posthume. À la Renaissance, donc, toutefois, on ne peut pas opposer compétences orales et compétences écrites, en ce sens que l'attrait de la reine pour les lettres classiques ne sont pas que purement livresques. En effet, à la Renaissance, la lecture, la traduction sont des écoles de style au sens d'une initiation à la rhétorique. Élisabeth investit le champ de la latinité également sur le plan oratoire. C'est ce dont témoigne donc le corpus à l'étude ici, à savoir donc 4 discours que nous avons essayé de parcourir. Un discours prononcé à Cambridge en 64, 2 autres à Oxford en 66 et 92, et un dernier plutôt dans un cadre diplomatique à Greenwich en 1597, lors de l'accueil du diplomate, donc de l'ambassadeur de Pologne, Paulus Jolin. L'examen auquel nous allons procéder, en fait, tentera justement, je dirais, de recontextualiser l'ensemble de ces discours en insistant tout d'abord, en les replaçant justement au centre d'une domination périphérique qui les éclaire. Il s'agira donc de voir en quoi ils participent donc de la parole cérémonielle, en quoi
selon les contextes, selon les auditoires et tout cela, en fait, ils ont une particularité. Dans un second temps, mon collègue donc procédera à une étude plutôt stylistique. Il mettra en lumière les rouages, qu'ils soient rhétoriques, et les enjeux rhétoriques de ces discours sous l'angle de la latinitas et de l'auctoritas. Alors, tout d'abord, donc, pour historiciser le propos, je vais contextualiser, dégager un peu aussi la matérialité de ces discours qui participent d'une rhétorique cérémoniale selon la définition de Pierre Zoberman qui définit la parole cérémoniale comme, je cite, un genre de discours que l'on prononce dans des circonstances solennelles, que cette parole contribue encore à solenniser tout en leur donnant son sens et son statut. Et d'emblée, quand on se penche sur les discours en néo-latin d'Élisabeth, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ce ne sont que de brèves conclusions, notamment dans le cas des universitaires, de vastes cérémonies d'accueil de la souveraine, ponctuées donc de divertissements, d'autres harangues, d'éloges royaux, de disputationes académiques. Pareil un peu pour celui de 97, qui appartenait, je dirais, au rituel vraiment d'accueil très protocolaire d'un diplomate. Alors, j'ai tenté de faire émerger 4 traits de cette parole cérémonielle. Donc, le premier d'entre eux, c'est l'idée d'une parole prononcée dans des lieux prestigieux, que ce soit Cambridge, Oxford et Greenwich. Ces lieux ont leur importance. Tout d'abord, les universités, ce sont les lieux ultimes de formation, de production et de conservation des savoirs en Angleterre depuis le XIIIe siècle, jusqu'à en fait dominer, je dirais, le paysage intellectuel au XVIe. Plus globalement, c'est là, dans ces 2 universités anglaises, que, de façon croissante, les fils de l'élite aristocratique et de la gentry venaient, en gros, parachever leur éducation pour devenir des hommes accomplis. C'est là également où des humanistes anglais et européens de renom faisaient métier de penser et d'enseigner leur pensée, pour reprendre la formule de Jacques Le Goff. Le choix de tels lieux auréolés de prestige a son importance, je l'ai dit, surtout pour une reine qui, comme je l'ai dit un peu en introduction, se targuait d'être une reine humaniste. Cela prend tout son sens de venir dans cette espèce d'écrin de l'humanisme. À une échelle plus précise, les harangues régionales prirent place dans des hauts lieux que je vous ai mis ici, donc des universités, l'église St. Mary the Great à Cambridge, St. Mary the Virgin à Oxford, qui sont vraiment des lieux originels de ces sites universitaires, qui sont parés d'une forme de sacralité, puisque c'était d'une part des lieux de culte, mais également entre guillemets, des théâtres où avaient lieu très souvent justement des joutes oratoires, des exercices oratoires entre maîtres et étudiants. Pareil un petit peu pour Greenwich, qui est donc le palais un peu préféré d'Élisabeth, là où elle est née, et qui avait ce surnom de Palace of Placentia, donc du latin, qui signifie donc la plaisance, le soin de plaire. Il s'agissait de la résidence donc favorite d'Élisabeth, où en gros le décor luxueux servait d'écrin à la magnificence royale et pouvait fournir un environnement idéal pour charmer, pour recevoir et impressionner les ambassadeurs. Deuxième trait important de cette éloquence, c'est plus l'idée que ces cérémonies ritualisées s'inséraient dans des calendriers réguliers et des circonstances adaptées, je dirais, aux besoins du moment. À savoir notamment que sur une autre échelle temporelle et géographique, Cambridge et Oxford ne sont qu'une étape parmi tant d'autres durant l'été 64, 66 et 92 de la cour de toute l'itinérance curiale, ce qu'on appelle en anglais the progresses, c'est-à-dire les voyages, puisque comme ailleurs en Europe, c'était une cour itinérante. Donc cette thématique a été bien étudiée dans le livre de Mary Hill Cole, The Portugal Queen, où elle montre très bien, et cela éclaire notre propos, que les manifestations d'éloquence de la reine participent de la ritualité curiale, de l'itinérance consubstantielle au pouvoir monarchique qui avait besoin à intervalles réguliers, donc de faire montre de sa personne, faire honneur de sa présence physique pour réaffirmer les liens de fidélité entre souverain et son peuple. Entendons ici donc l'élite civique, la noblesse et les gens d'université. Logique assez analogue à Greenwich, où l'ensemble de la cérémonie répond aux normes de l'étiquette curiale, donc très policée. Chaque parole est censée répondre au code de la civilité de l'époque. Je reprends un peu les analyses de Pierre Neveu-Jean lorsqu'il dit que, par exemple, l'un et l'autre, le souverain et l'ambassadeur, forment un couple politique, j'ajouterais aussi rhétorique, qui devait placer l'un dans l'autre une confiance décidée sans jamais cesser de mesurer les risques et les avantages de la tenue de ces relations.
Autre idée importante, je fais un peu mon historien, il s'agit aussi de prendre en considération que ces discours s'insèrent dans des contextes à chaque fois bien précis, à savoir, je vous en ai listé au moins 3, la mise en place de la réforme religieuse anglicane, la perte d'autonomie des universités et plus pour la décennie 90, le raidissement des relations internationales avec les puissances catholiques qui se lisent à travers les paroles de la reine. Pour la réforme religieuse, elle est extrêmement fraîche puisque les 39 articles de la foi sont publiés, enfin commencent à être publiés en 1563, un an avant la venue d'Élisabeth donc à Cambridge, et seront bouclés en 71. 63, c'est aussi la fin du Concile de Trente qui organise la réforme catholique, ce qui fait que les discours néo-latins d'Élisabeth, il faut vraiment les replacer, je dirais, dans cette phase de balbutiement de l'anglicanisme qui a besoin des élites locales pour exister et pour prendre cher au moment où les incertitudes religieuses sont extrêmement fortes. La question de la perte d'autonomie des universités se pose aussi, puisqu'elle marque par sa parole et par sa présence cette, je dirais, cette domination souveraine qui s'est engagée depuis la décennie 1530 avec le schisme henricien, en fait, où le pouvoir royal est venu remplacer la doctrine et la subordination antérieure au pouvoir pontifical. Et encore une fois, c'est une affaire de négociation entre le pouvoir royal et les élites intellectuelles, dont certaines sont encore, je dirais, des partisans du catholicisme parmi les maîtres et les étudiants, soit aussi des protestants un peu plus zélés. Pour ce qui est de la décennie 90, c'est autre chose. Donc déjà, les trois premiers discours universitaires, ces deux traits contextuels expliquent le pourquoi du comment. La reine utilise un ton très consensuel, très fédérateur, parce qu'elle espère donc justement faire corps. Elle utilise l'idéal stéréotypé de la douceur féminine, de l'éloquence de miel, comme dit Martin Ulrich, qui irrigue d'ailleurs par ailleurs énormément le corpus élisabétain, dont les discours les plus connus, le discours de Tilbury, le Golden Speech, tout ça. On est vraiment là-dedans. Rien à voir avec le dernier discours plutôt diplomatique, qui est plutôt à une friction internationale où on est post-victoire contre l'invincible Armada, s'ouvre, je dirais, une phase de conflit ouvert avec l'Espagne et justement l'ambassadeur de Pologne a osé à un moment donné donc critiquer la politique, les sanctions économiques adressées par le gouvernement élisabétain envers l'Espagne. Et il condamne cela en disant, je cite, que cette politique contraire aux lois de la nature est contraire aux lois des nations, d'où le ton extrêmement courroucé d'Élisabeth qui lui répond à chaud, à brûle-pourpoint, et qui commence par une attaque ad personam. En fait, elle lui nie la dignité d'ambassadeur, le qualifiant donc d'heraldum, c'est-à-dire de héros, ce qui est hiérarchiquement est bien en dessous, et lui nie quelque part tout pouvoir de négociation. Donc là, on n'est plus du tout, je dirais, dans ce pouvoir unificateur des mots, on est plutôt dans l'attaque. C'est la deuxième dimension de la rhétorique, c'est l'idée de la portée symboliquement destructrice des mots, où, par sa langue acérée, la reine essaye donc de traîner dans la fange la réputation du diplomate, et vraiment avant de lui donner une très belle leçon de droit et de philosophie politique. Troisième trait important dans cette parole cérémoniale, c'est le déroulement planifié. Ça va un peu avec le second aspect. Forcément, les cérémonies sont, je dirais, organisées par avance, planifiées. On le voit dans cette lettre que je vous ai traduite et retranscrite de William Cecil, qui est adressée à Edward Halford. Donc déjà, pour des notions très pragmatiques, d'organiser la venue de la reine et de la cour, il faut les loger, déjà. Et bien sûr, il lui rappelle qu'il est très important dans la dernière phrase qu'il prévoit aussi tout ce qui est l'aspect du divertissement intellectuel, que la reine est très érudite et que, donc elle peut totalement comprendre toutes les disputationes qui peuvent avoir lieu devant elle, vraiment. Donc vous voyez, c'est un caractère extrêmement planifié. Même chose à Greenwich, où de toute façon, les sources des voyageurs de l'époque le montrent très bien. On est dans le cadre d'une audience royale, donc forcément, tout est bien dicté à l'avance, tout est bien ritualisé à l'avance, parce que cela participe d'une forme de théâtralisation du pouvoir. Dernier trait très important, puisque la langue a son importance ici, c'est le rejet intentionnel du vernaculaire au profit du latin qui cimentait donc le monde savant et une partie des négociations diplomatiques de l'époque. Cela ressort dans nos sources. On y apprend par exemple que le 8 août 1564, l'initiative d'écouter la reine dans un discours conclusif en latin, visiblement, était quelque peu improvisée. C'est les lords et le chancelier de l'université qui a tendu la perche. On nous dit humblement désireux d'entendre la reine prononcer quelque chose à l'université et en latin.
Et parce qu'elle souhaitait le faire par commodité d'abord en anglais, ils ont insisté. Ils ont bien dit que rien ne peut être ouvertement dit à l'université en anglais. Vraiment, il faut le faire en latin. Par mesure, je dirais, c'est un peu logique, par rigueur intellectuelle chère aux humanistes qui l'ont accueilli, qui lui ont, on va dire, déployé toutes sortes de beaux discours en latin. Il faut qu'elle se plie aussi à cet exercice. Donc, elle le fait. Alors, voici quelques-unes. Je vous ai juste mis quelques disputationes débattues devant la reine, ici en 1564. Ici, c'est plutôt de la philosophie. La monarchie est-elle le meilleur État pour le bien commun? Le changement fréquent de la loi, les changements fréquents sont-ils dangereux? Là, on passe plutôt à celle de 92. L'âme est-elle plus digne que l'âme de quelqu'un est-elle plus digne que l'âme d'un autre? Est-ce à cause de la vieillesse du monde que les hommes sont moins héroïques aujourd'hui qu'autrefois? Voilà, donc quelques-unes des nombreuses discussions auxquelles Élisabeth a assisté avec délectation. Elle était assez exigeante vis-à-vis des fois des étudiants qui ne parlaient pas assez fort. Des fois, elle se rapprochait avec la chaise en leur disant plus fort, en gros. Donc, ça montre bien quelque chose d'important et qu'il faut avoir en tête quand on se penche sur ces discours en néo-latin, c'est que la parole universitaire et celle de la reine forment une constellation, je dirais, insécable de faisceaux rhétoriques parce qu'elle réagit. Elle n'est pas passive, elle réagit. Des fois, elle critique, des fois, elle dit certaines allocutions, par exemple en 66, elle les trouve prudentes et élégantes, d'autres un peu moins difficilement improuvables, et pour une reine et pour une chrétienne. Elle fait référence à une allocution un peu polémique, dont le thème c'était « Est-il permis à un particulier de prendre les armes contre un mauvais prince ?» au moment où en plus elle fait claironner dans toute l'Angleterre des homélies sur l'obéissance aux autorités officielles. Forcément, ça ne lui a pas beaucoup plu, cette allocution. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que loin d'être une auditrice donc passive, je le dis, Élisabeth affirmait son point de vue de reine humaniste. Elle osait prendre la parole face à un parterre érudit composé d'hommes. Par l'usage du latin, elle se mettait au diapason avec les contraintes linguistiques de la parole humaniste et diplomatique, comme l'a très bien montré l'ouvrage de Françoise Vaquet, Le latin ou l'empire d'un signe. À la Renaissance et longtemps encore après, les cercles savants s'arc-boutaient sur l'usage de la langue de Cicéron, tant à l'oral qu'à l'écrit. Question non seulement de cultura animi, mais aussi de distinction élitaire et donc par là de domination, en fait, très clairement. Loin de se circonscrire à la seule sphère du faste monarchique, l'ensemble des harangues jouèrent également le rôle clé dans la vie cérémonielle et l'entretien de la réputation donc, des universités. Je terminerai en citant Pierre Zoberman qui le dit, le discours cérémoniel est particulièrement apte à fournir une autoreprésentation de l'institution dans le cadre de laquelle il est produit. Et je vais laisser la parole à mon collègue. Merci beaucoup. Alors, je vais de mon côté aborder la question d'abord de la connaissance qu'Élisabeth Ier avait du néo-latin. Et bien que nous ayons conservé un certain nombre de textes néo-latins d'Élisabeth Ier d'Angleterre, relativement peu de travaux ont été consacrés à ce corpus. En 1983, Vittorio Gabrielli a édité la traduction latine, alors inédite, d'un sermon de Bernardino Ochino donné par Élisabeth en 1547. En 2009, Roger Ellis a étudié les 4 traductions latines de jeunesse que la princesse avait composées à partir des textes de Marguerite de Navarre, Catherine Parr, Jean Calvin et Bernardino Ochino. Enfin, en 2018, Brenda Hosington a proposé sans doute la meilleure étude sur la maîtrise précoce du néo-latin par Élisabeth à partir de l'ensemble du corpus néo-latin de jeunesse, à savoir 4 lettres familières à son frère, 2 épîtres dédicatoires à son père, à son frère, et les traductions de Parr et d'Ochino. À ce jour, les 4 discours néo-latins de 1564, 1592 et 1597 n'ont jamais été étudiés ensemble. Seule la réplique de 1597 a donné lieu à une étude plus approfondie par Janet M. Green. Alors, Élisabeth a bénéficié d'une formation linguistique de qualité qui lui a permis d'atteindre à une certaine polyglossie, la princesse maîtrisant dès son plus jeune âge, outre sa langue maternelle, le latin, le grec ancien, le français, l'italien et l'espagnol. Pour sa formation en latin, elle a mis à profit les leçons de 3 précepteurs successifs, John Cheek, puis William Grindal de 1544 à 1548, et enfin Roger Ascham, qui succéda à son élève William Grindal pendant 2 ans, bien qu'il restât l'enseignant officieux d'Élisabeth pendant toute sa vie et qu'il fut un de ses secrétaires pour le latin. Comme l'a montré Benoît Chêne, Roger Ascham, dans une lettre à Jean Sturm en avril 1549, prétend avoir lu presque tout Cicéron et Tite-Live avec la princesse, lecture dont elle aurait tiré l'essentiel
de sa connaissance de la langue latine. On dispose d'au moins 2 témoignages de contemporains sur la maîtrise qu'Élisabeth donc avait du latin. Roger Ascham, oui, on est un petit peu, on a déjà avancé là, j'en étais ici. D'accord. Donc, partage écran parce qu'il ne fonctionne pas. Ah, d'accord, je comprends. Très bien. Donc, Roger Ascham, excusez-moi, estime qu'elle parlait le latin expédité, proprié, considératé, c'est-à-dire facilement, correctement, soigneusement. Quant à John Leland, dans une épigramme, il écrit « Utque salutares metunc sermone latino, egit ut unc scirem quantus inori lepos », c'est-à-dire « Et vous m'avez salué en latin pour que je sache avec quelle grâce vous le parlez ». Alors, pour ce qui est du corpus étudié, il est constitué, comme Benoît Chêne l'a déjà précisé, de 3 harangues prononcées à Cambridge et Oxford en 1566 et 1592 et d'une réplique à un ambassadeur polonais de 1597. Ces 4 textes relativement brefs constituent un ensemble de 1356 mots. Si la réplique à l'ambassadeur est clairement une improvisation de la reine, en revanche, on ignore ce qu'il en est des 3 harangues universitaires qui pourraient avoir aussi été improvisées, en particulier celle de Cambridge en 1566, même si celle de 1592 apparaît trop élaborée pour être tout à fait extemporée. Dans tous les cas, ces textes sont connus d'après différents manuscrits dans lesquels on trouve de nombreuses variantes qui suggèrent un travail de réécriture de la part des copistes. Si les 2 premières harangues de 1566 relèvent du discours épidictique et protocolaire, celle de 1592, en forme de mise en garde à l'endroit des autorités universitaires d'Oxford, relève davantage du discours délibératif. Enfin, la réplique cinglante à l'ambassadeur de 1597 ressortit très clairement au discours judiciaire, tant il s'agit pour la reine de porter un jugement définitif sur ce diplomate qui a confondu son rôle d'ambassadeur avec celui de simple héros. Alors, je passe maintenant donc à mon deuxième point, la latinitas dans les discours néo-latins d'Élisabeth Ier, et vous avez déjà donc la diapositive qui s'affiche à l'écran. Alors, l'un des enjeux récurrents de ce corpus néo-latin est la question de la latinitas, la maîtrise et la correction de la langue latine, que la reine ne cesse de prétendre qu'elle lui échappe ou qu'elle n'est pas à sa portée. Cela est particulièrement vrai en contexte universitaire. Dans le discours de Cambridge, elle prétend vouloir cacher son discours grossier et inculte en rudem et incultem sermonem par pudeur féminine, feminilis pudor. Dans le premier discours d'Oxford en 1566, elle affirme vouloir tirer parti de l'obscurité de la nuit tombée pour dissimuler son incompétence oratoire. Actum initio usa es quia nox erat, et omnia iam latera visa, crassis occultata et circumfusa ténébris. La manifestation la plus évidente de cette latinitas prétendument défaillante est l'insistance avec laquelle la reine, dans ses 3 discours universitaires, met en avant ses prétendus barbarismes. À Cambridge, elle conclut en s'excusant d'avoir retenu trop longtemps les doctes oreilles de ses auditeurs avec sa barbarie, barbariée, et offre une preuve supplémentaire de cette barbarie, donc étrangère au latin et au grec, en concluant par un ajout en anglais. Je voudrais, grâce à Dieu, que vous ayez tous bu ce soir au fleuve du Lété pour que vous puissiez toutes oublier. I would to God you had all drunk this night of the river of Lethe that you might forget all. Dans la première harangue d'Oxford, elle décrit dans La péroraison son discours comme plein de barbarisme, vic orationi meae, barbarismisme plenae. Dans la seconde harangue à Oxford en 1592, elle invoque en exorde sa désaccoutumance, uius linguae desuetude, de la langue latine qu'elle n'a pu utiliser que 30 fois en 36 ans. À cette mise en scène d'une maîtrise maladroite du latin et de l'art oratoire se rattache également l'opposition sur laquelle Élisabeth conclut son discours de Cambridge en opposant l'érudition d'élite de ses auditeurs universitaires, doctrinam lectam, à son propre effort laborieux de l'esprit, disciplinam in animo contentam. Il s'agit là très clairement d'effets de représentation qui participent du topos de modestie, mais qui procèdent aussi d'un ethos nobiliaire, voire royal, qui se définit davantage par la vie active que par la vie contemplative. Au reste, Élisabeth invoque son appartenance au sexe féminin, non pour justifier sa latinitas maladroite, mais en fait pour la dissimuler grâce à sa pudeur. On aurait tort cependant de s'en tenir uniquement à ce que dit Élisabeth de sa pratique oratoire. Il est plus intéressant d'étudier ce que cette pratique manifeste comme maîtrise de la rhétorique.
En matière de dispositio, on relève d'abord un goût évident pour les plans en deux parties, annoncés explicitement dans 2 des 3 discours universitaires. Ainsi, dans les discours de Cambridge, la reine annonce qu'elle a décidé de prendre la parole poussée par 2 aiguillons qui structureront la suite de son intervention, Duobus stimulis ad ancrem commoveor, la propagation des bonnes lettres et l'attente de ses auditeurs. Dans le premier discours d'Oxford, vu le peu de temps à sa disposition, elle s'en tient à 2 points, l'éloge de ses auditeurs et le blâme dirigé contre sa propre personne. Quod superes adicendum duo dum taxat vobis in genere iam dicere institui, quorum alterum es laudare et alterum vituperare. Le deuxième discours d'Oxford, quant à lui, est tout entier structuré autour de la concordance entre la loi divine et la loi royale. Ut lex divina iubet et nostra praecipit. Enfin, dans la réplique à l'ambassadeur de Pologne, la reine détourne à son profit le binôme de son interlocuteur, droit naturel et droit des nations, iuris naturae gentiumque. Ce souci de dispositio, peut être influencé par la pédagogie de Philippe Melanchthon, révèle une maîtrise évidente de l'art du discours. De la même façon, certains éléments de l'élocutio de la reine contredisent l'image qu'elle donne d'elle-même comme sujette au barbarisme et étrangère à la latinitas. Ainsi, le premier mot de son discours de Cambridge est la conjonction de subordination et si. Or, c'est là une élégance, voire une coquetterie typiquement cicéronienne, Cicéron étant bien entendu, à la Renaissance, l'aune à laquelle se mesure la latinitas. Ainsi, dans son Ciceronianus de 1528, Erasme écrit la chose suivante, et je cite ici la traduction de Pierre Ménard que vous avez à l'écran. À l'heure actuelle, il ne manque pas de gens pour ressembler à ses imitateurs. Ils s'admirent eux-mêmes beaucoup et se prennent pour de nouveaux Cicérons si le premier mot de leur discours est quamquam, et si, cum ou si, parce que Marcus Tullius les emploie souvent de cette manière. Le fameux plaidoyer en faveur de Milon, le pro-milonais, commence par ces mots « et si vereor iudices », la 12e philippique par « et si quirites », enfin quelques lettres commencent de la même manière, et je me demande si l'on n'a pas attribué à Cicéron la rhétorique à Irénius parce que son exorde commence par « et si ». Vous voyez donc l'importance de ce « et si » qui ouvre le tout premier discours néo-latin d'Élisabeth Ier. On voit bien que cette conjonction, placée en tête de discours, est sentie comme le comble de l'élégance cicéronienne. De la même façon, le tour quod ad aliquem ou ad aliquid atinet est lui aussi typiquement cicéronien. On les trouve entre autres dans les discours contre Verres et également dans le De Officiis, voire également typique de Tite-Live dans son Histoire de Rome 28, 43, 17, 2 auteurs dont on connaît l'importance dans l'apprentissage du latin par Élisabeth. Or, la reine l'emploie dans chacun des 4 discours néo-latins. Donc, on trouve quod ad propagationem atinet, quod agitur atinet ad ea quae vidi aut audivi, quod ad concilium atinet, quod ad te atinet. Et il ne s'agit là très certainement pas d'un simple effet du hasard. Alors, j'en viens donc à ma troisième partie, l'auctoritas dans les discours néo-latins d'Élisabeth Ier. Alors, par-delà la latinitas, l'autre grand enjeu des discours néo-latins d'Élisabeth Ier est l'auctoritas, notion qu'il faut entendre comme relevant autant de la crédibilité en matière de belles lettres que de légitimité politique. La question de l'auctoritas se pose d'abord par rapport à la connaissance des auteurs de l'Antiquité gréco-latine. Et à cet égard, le discours de Cambridge constitue un cas à part dans la mesure où il est le seul à renvoyer explicitement à la littérature antique et plus spécifiquement grecque, la reine mentionnant coup sur coup Démosthène et Alexandre le Grand dans des références qui ne vont pas sans poser problème et qui révèlent peut-être des réminiscences approximatives confortant l'hypothèse d'un discours improvisé. Le plus intéressant est la manière dont la reine, dans ses discours, oppose souvent un ethos prédiscursif à un ethos textuel. Ainsi, dans le premier discours d'Oxford, elle évoque le temps inutile qu'elle a consacré aux bonnes disciplines et au temps encore plus long qu'elle a passé à l'apprentissage de manière plus générale pour regretter d'être incapable d'en montrer les fruits, alors même que son discours prouve le contraire. De la même façon, dans ce même discours d'Oxford, elle insiste sur le fait qu'étant reine, elle ne peut entièrement approuver les débats sur la légitimité de tuer un tyran, même à titre de pur exercice rhétorique. Si la reine manifeste son pouvoir par l'exercice de la rhétorique, ce pouvoir est bien loin cependant de s'y limiter.
Ce qui est également intéressant sur le plan de la représentation de soi est le fait que cette occurrence est la seule où Élisabeth se présente explicitement comme une reine, quatenus sum regina, et l'une des deux seules occurrences avec la pudeur féminine déjà évoquée, où elle revendique son identité féminine. Dans tous les autres cas, elle tend à s'identifier plutôt à des figures masculines représentant l'autorité politique, et cet emploi est parfois au singulier lorsqu'elle rappelle à Cambridge que l'exemple du prince à force de loi, vim legis exemplar principis habet, ou lorsque dans le deuxième discours d'Oxford, elle se présente comme un prince qui n'enseigne rien de contraire à la conscience chrétienne, non enim talem principem habetis, quae vobis quicquam precipit, quod contra conscientiam vere Christianam esse deberet. Cet emploi peut aussi être au pluriel lorsqu'il est question de ses prédécesseurs, toujours dans le discours de Cambridge, a meis ante cadentibus nobilissimis regibus, ou encore à propos des usages diplomatiques entre gouvernants dans la réponse à l'ambassadeur, quid inter reges conveniat, inter reges intercessit. Par ailleurs, le recours à l'improvisation dans la réponse à l'ambassadeur polonais apparaît comme lié à l'affirmation de l'autorité politique de la reine. Elle offre l'illustration concrète d'un principe avancé par Jacques Amyot dans le projet de l'éloquence royale rédigé en 1579 pour Henri III de France. Je cite un extrait que vous avez à l'écran. Les princes traitent des affaires par l'entremise de leurs ambassadeurs qui sont communément gens choisis, savants et éloquents. Par quoi le prince, qui leur sait bien répondre, en rapporte de plus grandes louanges. Telle est bien l'attitude d'Élisabeth, qui de surcroît n'hésite pas à toucher, et là je fais référence à un autre passage du même projet d'Amyot, jusqu'au vif, sous paroles douces et couvertes. De fait, dans sa réplique, elle multiplie les mots d'esprit en utilisant par exemple la formule ironique « non te fugiat », il ne vous échappe pas que, à propos du mariage de Sigismond III avec Anna, fille de l'archiduc Charles de Styrie. Par ailleurs, dans la conclusion, la reine utilise délibérément un mot à double entente qui est « quiescas », qui peut signifier autant « reposez-vous » que « taisez-vous » dans une manière aussi polie que spirituelle de faire taire l'ambassadeur. Plus fondamentalement, l'affirmation de l'autoritas d'Élisabeth dans ses discours néo-latins passe par la mise en avant de principes liés à la monarchie de droit divin dont elle est l'incarnation. Ainsi, malgré sa prétendue barbarie, son incompétence en latin ou ses insuffisances oratoires, la reine se révèle une oratrice persuasive et efficace en mobilisant dans le discours de Cambridge l'immortalité supposée par l'idée qu'elle puisse laisser une œuvre exceptionnelle après sa mort. Tamen eximium opus post mortem relinquam, et cela même si elle devait mourir prématurément. De la même façon, dans le deuxième discours d'Oxford, le soin qu'elle met à montrer la parfaite concordance entre la loi divine et la loi royale est une manière de réaffirmer l'origine divine de son propre pouvoir. Enfin, lorsqu'en réponse à l'ambassadeur polonais, elle fait valoir la supériorité du droit du sang sur le droit de l'élection, et non tam iure sanguinis quam iure electionis, elle souligne sa propre légitimité dynastique face à un roi dont le seul mérite est d'avoir été élu et, selon elle, mal élus. Alors, restitués au cœur de leur contexte socioculturel, les discours néo-latins d'Élisabeth déclinaient au moins 4 traits de l'éloquence cérémonielle. C'est que les sources périphériques aux événements nous permettent aujourd'hui de reconstituer. Ainsi, les pratiques oratoires de la reine participaient-elles d'une ritualité discursive plus vaste dont elle fortifiait la solennité. Elle n'était donc pas close sur elle-même, mais entrait en résonance et interagissait avec d'autres prises de parole dont elle pastichait plus ou moins les codes. Tantôt bretteuse verbale, tantôt mue par une ambition plus consensuelle et fédératrice, Élisabeth savait adapter ses stratégies rhétoriques selon les contextes et les publics. En cela, ces discours néo-latins sont le miroir des valeurs et du fonctionnement politico-culturel de la société élisabéthaine. Enfin, dans la tension entre latinitas et auctoritas que l'on trouve dans les discours néo-latins d'Élisabeth Ier d'Angleterre, se profilent les deux corps de la reine. Son corps mortel de latiniste apparemment maladroite et insuffisamment cultivé, qui sert de contraste pour mieux magnifier le corps immortel du royaume dont elle a hérité et qu'elle compte léguer, renforcer à son successeur. Nous vous remercions. Alors, quelques mots sur l'une et l'autre.
Si je retrouve bien, donc Marion Leménian est docteur en histoire moderne, agrégée d'histoire et de géographie. Elle a soutenu donc une thèse de doctorat sur Christine de Suède, hein, sur la scène européenne, depuis son abdication jusqu'à sa mort. Et ces travaux portent plus généralement sur l'histoire de la publication et des écrits politiques au XVIIe siècle, l'histoire du genre et l'histoire politique des femmes. Elle rédige une biographie de Christine de Suède. Quelques indications bibliographiques aussi concernant, donc, j'oublie à l'instant son prénom, excusez-moi, Anna Karstedt, donc francophile et francophone. Hein, Anna Karstedt est détentrice d'un doctorat en littérature française de la Renaissance, hein, chercheuse et écrivaine. Elle publie aussi des ouvrages pour le grand public en Suède, notamment sur Christine de Suède, ou plutôt le roi Christina, comme elle préfère l'appeler. Donc, elle est en poste à l'École royale polytechnique donc de Stockholm, hein, et engagée depuis 1999 dans des groupes de recherche, ateliers 16e de la Sorbonne en particulier. Voilà. Sa thèse de doctorat en français portait sur les textes de Nostradamus, et voilà, donc il y a bientôt une édition, un ouvrage va sortir, elle va publier Nostradamus, le prophète de la reine. Ça sera son 7e ouvrage, mais j'ajoute son premier roman. Voilà, je vous donne l'une et l'autre la parole. Bonjour à tous, je vais donc ouvrir de nous deux cette intervention sur Christine de Suède et puis je laisserai après la parole à ma collègue. Sur cette gravure de 1649 que je vous ai mis en exergue, Christine de Suède choisit de se faire représenter en Minerve. Son identification avec la déesse de la guerre juste et de la sagesse politique lui permet d'affirmer une identité singulière et puissante et fait parfaitement écho aux négociations qu'elle mène au mois de février 1649 auprès du Conseil d'État, aussi appelé Sénat. Durant ces 3 journées, des 26, 27 et 28 février 49, donc, Christine de Suède s'entretient avec son conseil afin de faire reconnaître son cousin germain, Charles, comte palatin, comme successeur au trône de Suède. Ce sont les protocoles qui relatent ces échanges qui ont lieu entre la reine et cet organe institutionnel que je vais tenter d'analyser à l'aune des questionnements qui traversent ce colloque. Le conseil est composé exclusivement de nobles issus des plus importantes familles suédoises. Considérablement renforcé sous le règne du père de Christine, Gustave Adolphe, puis durant la régence mise en place pendant la minorité de Christine, c'est devenu sous son règne une institution puissante, dotée de privilèges, de pouvoirs importants, et qui s'est professionnalisée pour devenir un véritable organe de gouvernement et d'administration d'État. Ni discours officiel, ni cérémonie solennelle, il s'agit d'un échange libre et institutionnalisé, durant lequel la souveraine s'entretient avec ses conseillers, officiellement pour solliciter leur avis, officieusement, comme on va le voir, pour les convaincre d'entériner ces demandes à leur corps défendant. 3 enjeux peuvent être décelés au cœur de ces négociations, puisqu'il s'agit d'une part de faire accepter la désignation de son cousin germain Charles comme successeur légitime en cas de décès de Christine sans enfant. Deuxièmement, ceci implique que le Conseil accepte de séparer succession et mariage, Christine étant finalement contrainte de reconnaître qu'elle n'envisage pas de se marier. Et troisièmement, elle souhaite enfin porter le débat devant l'Assemblée des États, la Diète, rassemblant des représentants des 4 États, aux grandes dames du Conseil, qui souhaitent conserver ses prérogatives et la mainmise sur le gouvernement. Les sujets sont donc délicats et la tonalité des échanges est manifestement très tendue. Au moment où ils se tiennent, Christine de Suède est au pouvoir depuis 5 ans. Héritière désignée par son père, elle avait 6 ans quand celui-ci est mort en 1632 et une régence dirigée par les 5 grands conseillers à la tête du Sénat est mise en place. C'est à sa majorité en 1644 qu'elle devient effectivement reine régnante et les échanges dont il est question ici se tiennent quelques mois avant le couronnement qui aura lieu le 20 octobre 1650. L'hérédité du pouvoir, instituée en 1544, est relativement récente en Suède, qui fonctionnait auparavant par monarchie élective. La minorité de Christine a permis au Conseil de bénéficier d'un grand pouvoir, d'asseoir son autorité, et on va voir que la question des modalités de gouvernement reste donc centrale dans les préoccupations des conseillers.
Ici, je voudrais essayer d'analyser la façon dont cette prise de parole et la négociation tendue lui permettent à Christine donc de fabriquer une souveraineté novatrice. Pour ça, je vais explorer deux aspects autour de la prise de parole de Christine. Dans un premier temps, la façon dont elle parvient à affirmer un jeu JE royal qui contraint le Conseil à entériner ses décisions. Et dans un second temps, la façon dont elle use aussi de cette parole pour affirmer, outre ce jeu royal, un jeu individuel, distinct de sa personne et de sa fonction royale. Donc, premier aspect, la façon dont elle va négocier une autorité non genrée. Puisque la première ligne de force qui se dégage de ces négociations, c'est l'absence justement de toute référence genrée chez l'une et l'autre des parties, au cœur d'un échange dans lequel la question de l'autorité monarchique est centrale. Face aux réticences des nobles du Conseil, qui craignent une diminution de leurs privilèges, la Diète incarne pour Christine de Suède un soutien potentiel et elle a donc tout intérêt à les associer à la prise de décision. Elle orchestre pour cela la circulation de la parole pour arriver à ses fins et contraindre le Conseil à accepter que le débat soit soumis aux États. Pour cela, elle veille à contrôler avec soin ce qui doit être dit, tu ou reporté, à vraiment maîtriser la circulation de la parole pour conserver la maîtrise du débat. Et ainsi, elle refuse à plusieurs exemples de se prononcer sur le mariage. Vous avez les citations au tableau. Elle ne voulait pas encore s'exprimer sur le sujet. Il suffisait que seul le duc et sa majesté sachent ce qu'il adviendrait, ou encore ce que j'ai promis, vous ne le saurez pas de moi cette fois. Elle refuse donc une certaine parole au Conseil, manie le secret, mais aussi la promesse et la parole d'engagement. Elle se pose en maîtresse de la parole, auquel les conseillers doivent se plier, ce qui ne va pas sans les irriter. Et un général de répondre, si ces promesses sont secrètes, je cite, c'est au tableau, les conseillers ne peuvent pas non plus donner des conseils sur ce qu'ils ignorent, ni prendre le duc pour prince héritier. On semble donc observer une mise en scène de la promesse, et plus encore de la promesse qui tient à l'écart le Conseil et qui apparaît à 5 reprises dans les négociations, par lequel Christine montre que c'est elle qui détient la parole d'autorité, celle qui engage et c'est celle dont elle choisit est destinataire. Au même titre que la mise à l'écart, le contrôle se fait également par la publication de sa parole. La question de cette publication émerge notamment à propos des rumeurs qui circuleraient dans toute l'Europe concernant son mariage, mais c'est en fait principalement à propos de l'ouverture de la discussion aux États que le débat fait rage. Est mis en discussion, je cite, ce qu'elle veut dire aux États et que le Conseil ne veut pas dire, et la question est explicitement posée du moment adéquat pour aborder en public, c'est-à-dire par le biais des États, la question du mariage et de son refus de se marier. Imposer la divulgation de la discussion est une stratégie qui lui permet de sortir de la négociation dialogique avec le Sénat pour instaurer une relation tripartite en imposant les États comme partie prenante des échanges. Chaque jour, la question, je vous mets les citations au tableau qui sont longues, je ne vais donc pas toutes les lire, mais chaque jour, la question est remise en discussion, Christine demandant avec insistance l'autorisation d'en parler et les conseillers s'obstinant dans leur refus. Christine ne cesse de revenir sur la question et finit même par leur expliquer leur manque de clairvoyance. Là, je cite, « Puisque vous avez presque tous jugé préférable de ne pas communiquer l'affaire aux États, je vous prie de bien vouloir m'en donner la cause et les motifs. Vous ne discernez pas bien, ni comme il faut, les éléments de l'affaire. » Elle insiste, jusqu'à finalement obtenir gain de cause, et ils finissent par, je cite, « y consentir, mais sans le recommander ». La stratégie oratoire de Christine, qui impose la présence des États dans les débats et la prise en considération de leurs paroles, lui permet de montrer qu'elle parvient à imposer ses propres choix et à sortir de la dualité monarque-conseil, et d'autre part, les utiliser comme contre-pouvoir en obtenant leur appui face aux réticences du Conseil. Donc, si ce contrôle de la circulation de la parole est central, c'est bien sûr également dans la relation dialogique tendue, voire conflictuelle, que se construit l'autorité de Christine de Suède envers le Sénat. Alors là, il faut faire un petit point contextuel puisque les aristocrates tiennent à préserver leur rôle institutionnel dans un contexte de tension très forte parce qu'à cette époque, Christine envisage de répondre favorablement à la demande des États quant à la restitution de biens aliénés. Excusez-moi, j'ai juste l'ordinateur qui... ouais, il y a quelque chose qui... J'ai plus mon écran. Ok, pardon. D'accord.
Donc, Christine envisage donc la restitution de biens aliénés par la couronne au profit des nobles dans le contexte des guerres, et l'aristocratie, via le Conseil, craint donc la diminution de l'influence qu'ils ont acquise durant la Régence, ce dont ils ne se cachent pas, et ils n'ont de cesse de vouloir s'assurer de la préservation de leurs intérêts et des privilèges qu'ils ont pu acquérir. Je peux changer les diapos quand même ou pas? Bien qu'elle veille malgré tout à les conforter dans leur rôle et à affirmer combien sa parole souveraine ne les réduit nullement à la servitude, apparaît une occurrence qui apparaît plusieurs fois dans les débats, c'est justement dans la mise en scène conflictuelle de la parole que Christine parvient à contrôler le Sénat. Dans le cadre de ces débats, la parole royale est pleinement sujette à discussion. Les conseillers sont nombreux à prendre la parole et ne cachent pas leur désaccord. Il est dit, je cite, qu'ils contestèrent avec force. Et si Christine semble sortir gagnante, il y a bien une âpre négociation quant au rôle respectif de chacun. Si officiellement, elle assure à 7 reprises vouloir recevoir les conseils du Sénat, elle semble implicitement surtout faire valider par le Conseil des choix qu'elle cherche à leur imposer, ce dont le Conseil n'est pas dupe. Attendez, parce que du coup, j'ai plus la même chose, moi, à l'écran. Voilà. Donc, le général dit « Il est question de savoir si nous pouvons conseiller votre majesté ou si votre majesté veut mettre en œuvre et imposer la chose de sa propre autorité. » Face à la passe d'âme verbale qui oppose les deux parties, Christine finit par imposer sa décision et faire en sorte que le Conseil la valide tout en refusant de s'y associer. C'est donc un lieu de débat dans lequel les nobles peuvent s'exprimer avec véhémence, contester les choix souverains, mais dont le rôle semble un peu dévoyé par Christine de Suède, qui parvient à en faire davantage un lieu de confirmation forcée plutôt qu'un réel lieu d'échange. Pour mener à bien ces négociations, elle emploie plusieurs stratégies et met notamment en jeu sa grande culture politique. Christine accuse le Conseil de refuser la succession du comte palatin afin de restaurer la monarchie élective. Cette accusation apparaît 5 fois de manière plus ou moins explicite ou allusive, qui a donc été abolie moins d'un siècle auparavant et qui leur donnait le grand pouvoir de désigner le souverain. C'est précisément ce pouvoir que souhaite éviter Christine au nom du bien commun et de la pérennité de la couronne. À cet égard, le contexte international sert de miroir aux tensions qui structurent les relations entre le Conseil et le souverain suédois. La Fronde, en France, est évoquée par Christine comme exemple des désordres pouvant naître lors d'une fragilité monarchique. L'évocation de Mazarin, par Christine, est d'ailleurs une allusion à peine voilée au très puissant Oxenstierna, je m'excuse de la prononciation, qui, grand chancelier à la tête de la Régence durant la minorité de Christine, est alors à la tête de la faction pro-monarchie élective. Donc, il y a un vrai enjeu sur la question du gouvernement. Les deux parties ne cessent toutefois, malgré les attaques discursives, de réaffirmer leur confiance et leur respect mutuel. On peut donc supposer que l'un des buts de cet échange réside aussi dans la réaffirmation du pacte qui unit la monarchie et le Conseil, en reformulant ses fondements et ainsi d'assurer la pérennité et la continuité du régime politique suédois. Pourtant, et de manière a priori paradoxale, en même temps que Christine ne cesse de construire cette continuité du pacte monarchique, elle ne se prive pas d'introduire des éléments de rupture majeurs, à commencer par une remise en question drastique de la Constitution. Je cite, « En ce qui concerne la Constitution, elle est conçue pour un roi et pour assurer l'intérim jusqu'à ce qu'un roi soit majeur, ou pour assurer la conduite des affaires lorsque le roi est à l'étranger. Elle n'a été signée par aucun roi. Elle contient également beaucoup de choses impraticables. En somme, la Constitution n'est pas un fondement sûr et solide sur lequel s'appuyer. » C'est donc bien pour elle, sur ce pacte qui sans cesse se rediscute et se scelle dans le lien de parole qui unit le monarque, le Conseil et les États, que repose la légitimité du pouvoir. Elle semble donc construire et éprouver par sa posture discursive la solidité de ce pacte sur lequel elle s'appuie pour imposer les ruptures majeures que sont la succession de Charles et son refus du mariage. Donc, là, j'arrive à ma deuxième partie, la question de la façon dont elle va construire la question du mariage et de la succession. Si la question du genre paraît absente et semble être une non-question, celle du mariage, en revanche, ne l'est pas. Toutefois, ce qui frappe en premier lieu, c'est que celle-ci est absolument décorrélée du genre. En effet, elle se pose de la même manière concernant Christine de Suède et son cousin.
Ainsi, par 2 fois, il est mentionné que la question du mariage se poserait également pour son cousin, le duc Charles, le Conseil se souciant du droit de regard qu'il aurait sur celui-ci. Christine également souligne la nécessité du mariage de son cousin, quand bien même ce ne serait pas avec elle. Je cite, « En ce qui concerne l'âge et le fait que tant de choses pouvaient changer s'il devait attendre Sa Majesté royale répondit que, si elle ne se mariait pas avec lui, il n'avait nullement besoin de rester sans épouse. Au contraire, il était nécessaire qu'il se marie. » On le voit, le mariage est donc davantage une affaire d'État qu'une affaire de genre, car c'est bien la question de la transmission et de la continuité dynastique qui sont derrière et qui font l'objet de la négociation. Une longue partie des échanges concerne en effet le statut dont devrait bénéficier Charles, à savoir s'il doit être désigné successeur ou prince héritier. Et il s'agit là d'un des nœuds du problème. Christine semble avoir initialement demandé qu'il soit nommé héritier, ce qu'elle réfute avec, semble-t-il, beaucoup de mauvaise foi, avant de convenir que le statut de successeur lui conviendrait. Puisqu'en fait, c'est la question de la distinction entre la nature royale et sacrée et la fonction monarchique qui est en jeu. Désigner Charles comme successeur reviendrait à lui octroyer la seule fonction de gouvernement du royaume, alors que le faire héritier impliquerait la reconnaissance d'une dignité royale ontologique, ce à quoi il n'est pas légitime ni par son sang ni par son rang. Charles ne pouvant s'inscrire dans le cadre de la monarchie héréditaire, le désigner comme successeur légitime hors de la continuité dynastique et du mariage semble relever d'un impensé. De plus, le seul statut de successeur par faveur diminue sa légitimité et pourrait reposer pour l'aristocratie la question du vote et de l'élection du souverain, puisque aucune continuité dynastique ne viendrait alors rendre irréfutable sa légitimité. En parvenant finalement à imposer une hérédité pleinement légitime et légitimée, bien qu'elle ne passe pas par le sang, Christine parvient précisément à obtenir, et c'est remarquable, cette scission entre mariage et maternité la concernant, et hérédité. D'autant que Christine de Suède parviendra finalement, après avoir imposé la reconnaissance comme successeur, à le faire désigner prince héréditaire, puisque c'est sous ce statut qu'il est nommé dans l'acte officiel qui sera signé le 20 octobre 1650. Donc, en accusant le Conseil de créer les conditions d'un retour à la monarchie élective et de mettre ainsi en danger la pérennité du royaume, elle place la question du mariage sur un plan purement politique en termes de hiatus entre monarchie héréditaire et monarchie élective. Et elle parvient ainsi à imposer une hérédité qui ne passe pas par le sang. Et c'est là, il me semble, le fruit d'une fine stratégie discursive appuyée sur une solide culture politique. Finalement, ce qui se dégage avec force de ces actes de parlement, c'est l'affirmation par un jeu JEU de paroles discursives, d'un jeu JE très puissant qu'elle parvient à puisqu'elle parvient à imposer la séparation entre son autorité, son statut de souveraine et la question du mariage, qu'elle range du côté du libre arbitre avec tout l'anachronisme dont est porteur ce mot. Elle parvient en effet à dissocier sa fonction royale de sa personne privée, par le biais d'un sujet aussi politique et profondément ancré dans la fonction royale qu'est le mariage. Dans ses propos sur le mariage, il faut d'ailleurs souligner l'évolution de son discours au fil des jours et des échanges, puisque si au début elle semble encore laisser planer le doute et conserver des termes très vagues, je n'ai nullement renié le mariage et je ne veux pas non plus jurer que je ne me marierai, ses propos se font de plus en plus clairs, pour aboutir finalement à « nul ne me forcera à me marier, ni le ciel, ni la terre ». C'est donc au nom de son individualité qu'elle dissocie de sa fonction monarchique, qu'elle signifie son refus. Elle mobilise à cet égard des propos très forts, déclarant « Il en revient à Dieu et à moi-même de décider du mariage », faisant ainsi de ce dernier une affaire personnelle et non publique. Elle dissocie le mariage de sa constitution publique en disant, je cite, « Je place le mariage à part ». Lorsque ses conseillers lui rétorquent qu'elle est tenue de se marier par les arrêts et statuts du royaume et par la loi sur la succession, elle répond que nul ne peut l'y contraindre. Je vous le dis expressément, il m'est impossible de me marier. J'en ai les raisons, mon désir ne m'y porte nullement. J'ai ardemment prié Dieu de me le donner, mais en vain. Christine, en obtenant gain de cause, parvient donc à imposer au Conseil la dissociation entre mariage et transmission. Elle affirme une séparation entre sa personne publique, le monarque qui s'assure du bien commun, de la pérennité du royaume, et sa personne privée qui refuse catégoriquement le mariage sans même avoir à s'en expliquer ou justifier.
Il me semble alors que la parole vive et le mariage de Christine jouent comme outil performatif dans la construction de sa souveraineté comme une forme de tiers-genre. On l'a vu, la question du genre est absolument absente des échanges de la part de Christine comme des conseillers. On vient de montrer également que Christine parvient à séparer l'hérédité de la continuité dynastique, à s'émanciper finalement de la potentialité de sa maternité pour s'affirmer comme une souveraine en mesure d'assurer la pérennité de la couronne sans passer par le mariage et la maternité. Elle dit « Se marier pour la patrie est une chose, mais que peut-on désirer de plus de ma part alors que je trouve un autre moyen tout aussi bon d'assurer le royaume ?» Par ses actes de parole, elle affirme donc une autorité royale envers les organes de gouvernement, impose une scission entre mariage et succession, émancipée de toute référence au genre ou à sa féminité. Elle construit ainsi, il me semble, une souveraineté émancipée de la notion de genre et affirme une souveraineté non genrée, ou plutôt j'en fais l'hypothèse, elle semble faire de la souveraineté un tiers-genre, faire de son statut de monarque une alternative à la binarité masculin-féminin, un genre à part entière, légitime, qui évacue les contraintes auxquelles elle serait soumise. On pourrait ainsi faire l'hypothèse qu'elle pose dès 1649 les bases de son gouvernement et d'une souveraineté qu'elle va construire comme un tiers-genre, non seulement en utilisant le genre comme une catégorie labile qui transcende celle de masculin et féminin, dont on a déjà parlé précédemment, mais en construisant un cadre juridique, la séparation mariage et succession, qui lui conviennent. Son statut de souveraine et l'usage hautement politique qu'elle fait de cette parole, âprement négociée, lui permettent de légitimer ce genre alternatif que serait celui de souveraine. Pour conclure, je voudrais me pencher sur la façon dont cette parole vive de Christine, et ce que j'ai pu en proposer comme première piste de lecture, a été transmise et quelle place elle prend dans le couronnement, la suite de son règne et de sa vie. Dans sa forme, cette parole interne au Conseil ne fait pas événement, dans la mesure où il s'agit d'une parole régulière et institutionnalisée dans le gouvernement. En revanche, elle fait absolument événement dans son contenu. Alors que le contexte est finalement très banal, le sujet ne l'est pas, et Christine fait entériner des choix qui, eux, font événement. Et ce sont eux qui vont être pris et commentés à ce titre. Du vivant de Christine, déjà, l'événement est commenté par les ambassadeurs, je cite, qui furent fort étonnés, puisque Charles Gustave n'était pas fils de roi, il avait été déclaré successeur par les États réunis en Diète, et que la proposition de sa royauté serait mise en délibération dans les États avant qu'il arrivât à Stockholm. Un historiographe de Christine relate l'événement dans ses mémoires de vie, omettant de relater les réticences des conseillers. La reine elle-même annote alors dans la marge « Cela est faux, tous les conseillers ne furent pas unanimes, certains n'y consentirent jamais ». Dans une autre annotation manuelle du récit de son règne, à propos du fait que les États le déclarent prince héréditaire et qu'il prend la qualité de prince de Suède, elle ajoute à nouveau « La reine lui donna le nom et les armes, et malgré les États qui n'y consentirent que par la force et l'invincible respect qu'ils avaient pour elle ». On mesure donc l'importance de cette passe d'armes oratoire dans la façon dont Christine construit a posteriori son règne et son pouvoir, puisque des décennies plus tard, elle tient à souligner que c'est de haute lutte qu'elle obtint satisfaction et grâce à sa force de persuasion lors de ces échanges. Ce moment reste pour elle également un événement important, non seulement pour ce qu'elle parvient à négocier, mais pour être parvenue à imposer ses choix. L'intégralité de ces actes, enfin, est également retransmise par l'historien suédois du XVIIIe siècle, Johan Arkenholtz, qui a publié une somme colossale de documents à propos de la reine. Il y souligne l'aspect extraordinaire, à la fois dans la portée de ce qu'a obtenu Christine, mais aussi dans la portée de sa prise de parole, soulignant notamment à plusieurs reprises la surprise des conseillers. Elle fit une ouverture au Sénat qui surprit extrêmement tous ceux qui étaient présents. Ce discours n'était attendu d'aucun du Sénat. Outre cet aspect extraordinaire de cette prise de parole, elle est parfois considérée comme un moment fondateur dans l'action de Christine de Suède, voire comme un éclairage ou les prémices de son acte d'abdication. Dès 1651, elle expose à la Diète son désir de renoncer à la couronne, on en reparlera plus tard demain, je crois. Mais face à leur refus, elle poursuit son règne jusqu'en 1654 lorsqu'elle impose cette fois son abdication. Si certains considèrent cette désignation de Charles Gustave ainsi que son refus du mariage comme les prémices de l'abdication, il me semble impossible de dresser de réels liens de causalité sans tomber dans une perspective téléologique. Il me semble en revanche que la façon dont cette prise de parole est montrée a posteriori comme un événement fondateur
témoigne de la façon dont Christine utilise la parole politique et institutionnelle pour affirmer un jeu personnel, revendiquer sa personne privée et construire une souveraineté qui s'émancipe de nombreux cadres, y compris de genre, et pour inventer les modalités d'une souveraineté novatrice. Je vous remercie. Alors, vous inquiétez pas trop. On a prévu 10 minutes. On m'a demandé de faire quelques très brèves réflexions autour de la présentation par Marion. Et donc, vous avez dit francophone et francophile. Là, oui, chercheur francophile, certes. Francophone, là, alors, on verra. Mais je tiens d'abord à vous remercier de cette invitation. J'étais très touchée parce qu'il y a presque 30 ans, j'étais étudiante ici à Créteil en tant que jeune étudiante Erasmus et jeune, si je me souviens bien, pensionnaire étrangère à l'ENS, à rue d'Ulm. Et donc, j'ai suivi ici à Créteil les cours du grand sessioniste Olivier Millet, qui a été en effet le début de ma thèse sur langue, style et genre des centuries de Nostradamus, mais ça, c'est un autre colloque. Aujourd'hui, on est là pour la reine Christine ou, comme je dis assez souvent, pour le roi Kristina. Kristina, comme je suis suédoise. Et enfin, on répète souvent que Kristina a été élue reine de Suède, mais en effet, elle a officiellement été élue roi. Et je pense que ça, c'est important. On écrit donc à l'époque, maintenant, Kristina et personne d'autre a été couronné roi de la Suède, des pays suédois et gothiques et des provinces sous-jacentes. Et je vais vous lire en suédois quelques citations pour faire plaisir, pour faire entendre le suédois du XVIIe siècle. Alors, nu drottning Kristina krönter konung över Svea och Göta landom och dess underliggande provinsier och ingen annan. Et je trouve intéressant aussi une autre citation de Kristina quand elle dit dans ses propres pensées il faut prévoir l'avenir, s'y disposer et n'y mettre jamais d'obstacles. Donc en suédois, man måste förutse framtiden, rätta sig efter den och samtidigt aldrig sätta upp hinder i vägen. Et moi, j'ai trouvé très fructueuse la façon dont tu as, Marion, t'es concentrée sur justement l'année de 49, l'année extrêmement importante dans la vie de Kristina où elle va justement déclarer son refus de se marier. Elle va rencontrer Descartes ou Cartesius, comme on dit en Suède, et préparer son couronnement. Et en plus, Kristina avait probablement déjà à ce stade décidé de se convertir au catholicisme et d'abdiquer avant prendre le trône d'argent lors du couronnement en 1650. Donc, la chercheuse et biographe suédoise Susanna Åkerman, elle écrit dans son livre « Le feu du phénix, la reine Christine en tant qu'alchimiste », c'est-à-dire Phoenix-elden, drottning Kristina som alchimiste. Elle écrit « Le destin de Christine fascine, mais quand tout est résumé, il faut se rendre compte qu'elle n'est pas la première femme moderne, mais plutôt le dernier vrai prince de la Renaissance. En tant que transgresseur des frontières, nous pouvons nous rencontrer en elle. Sa figure a représenté la femme libre à une époque où un tel rôle doit être joué aux conditions des hommes. Elle se tient au seuil de la nouvelle ère, mais choisit de regarder en arrière. De nombreux attributs dont elle s'entourait reflétaient l'Antiquité.
On se souvient d'elle, surtout en France, pour son émancipation des jeunes de la politique, de la guerre et de la religion. Et là, fin de la citation, je ne sais pas si vous en êtes d'accord avec Madame Åkerman, mais bon, je la cite. À sa naissance, en 1626, son père, le grand Gustave Adolphe, écrit « Remercions Dieu, j'espère que cette fille sera aussi bonne qu'un garçon l'aurait été pour moi. Låt oss tacka Gud, jag hoppas att denna flicka ska bliva mig så god som en gosse. » Tous les sources en Suède témoignent du fait que Gustave Adolphe avait une grande confiance en sa fille. Christina a été élevée pour devenir le roi, rien d'autre. À 18 ans, elle devient le régent du pays. La Diète, c'est-à-dire l'Assemblée délibérative ou le Riksdag en suédois, en a décidé. Sa Majesté est un roi. Elle doit donc être respectée avec virilité. Hennes Majestät är en kung, sålunda måste hon manligen respekteras. Et juste avant le couronnement, Christina annonce qu'elle va porter la couronne de son père, c'est-à-dire la couronne du roi, créée par Éric le XIV en 1561 et gardée aujourd'hui au palais royal de Stockholm et non celle de la reine créée pour elle. Et donc, Christina, elle écrit dans son autobiographie, s'il était en mon pouvoir de me marier, je le ferais volontiers. Je le dis explicitement, qu'il m'est impossible de me marier. Ainsi est cette chose disposée. Je cache les raisons pour ça, mais mon esprit n'y est pour rien. J'ai prié Dieu avec diligence avant que je puisse obtenir cet esprit, mais je n'ai jamais été capable de l'obtenir. Om det stod i min förmåga att gifta mig ville jag det gärna göra. Jag säger det uttryckligen, att det är mig omöjligt att gifta mig. Således är den saken beskaffad. Rationes härtill förtiger jag, men mitt sinne är därtill intet. Jag har väl bett flitigt Gud därom att jag må få det sinnet, men jag har väl det aldrig kunnat få. Alors, à cette époque, Marion l'a mentionné aussi, la Suède est devenue pour la première fois dans l'histoire un pays important, un fait qui caractérise au fond la formation que reçoit Christina. Il faut à tout prix maintenir et renforcer le statut et la puissance récemment conquis. Mais beaucoup trop tôt, le père de Christina, Gustave Adolphe, qu'on appelait le lion du Nord et le champion de la Réformation, il est mort et Christina doit devenir très vite le nouveau roi fiable. Malheureusement, la situation de la Suède est loin d'être stable, malgré le fait que la fin de la guerre signifie que le pays occupe maintenant une place solide parmi les grandes puissances d'Europe et que la guerre avait même contribué à un développement économique positif, en particulier pour les couches supérieures de la société suédoise. Mais la situation politique intérieure est beaucoup plus compliquée. Donc, en 1949, le pays est frappé par un échec de la récolte très difficile et aussi l'année suivante, la mauvaise récolte veut dire la famine dans une grande partie de la Suède. Et cette crise économique ne frappe pas uniquement la Suède, vous le savez bien, mais se reproduit un peu partout en Europe. Et donc, la puissance suédoise est menacée et doit être renforcée, confirmée et manifestée. Et comme je sens maintenant dans la salle qu'on est un peu en retard, je vais sauter pas mal de choses. Je veux juste dire quelques mots sur
sur la présentation de Marion parce que j'ai trouvé très admirable et fructueux, je dois dire, la façon dont tu as étudié donc la façon dont Christina parvient à imposer sa parole souveraine, à affirmer ce jeu royal qui contraint le Conseil dans le contexte du rapport de force précédent, son couronnement, et a en quelque sorte confirmé ses décisions. Et dans la façon dont Christina affirme, outre son jeu souverain ou souveraine, un jeu individuel distinct de sa personne royale. Donc, par la prise de parole orale et les stratégies qu'elle met en place, Christina parvient à séparer le mariage de la question de la transmission et ainsi enfermer un jeu novateur, donc un projet quasiment impossible à réaliser, mais ce qu'elle réussit à la fin de réussir. Et donc, un aspect très important dans le processus de Christina de se transformer d'un objet destiné à remplir le rôle donné de mère, d'épouse et de bonne protestante, se transformer de tout cela en un jeu très fort et indépendant. Elle devient un jeu qui ne se marie pas, qui n'a pas la moindre intention de donner naissance à un fils héritier, qui abandonne le trône, déjà ça complètement impossible. Elle abandonne la foi de son père et elle quitte son pays. Enfin, un élément hyper important de tout cela, c'est vraiment le rencontre de Christina avec Descartes plus tard la même année, en 1949. On n'a pas le temps d'entrer dedans, mais je veux juste le souligner. Alors, en guise de conclusion, on pourrait dire que Christina se sert surtout de 4 pistes ou bien éléments importants dans sa construction de ce jeu royal et personnel. Et là, je sais que Marion a vraiment bien étudié tous ces 4 pistes dans ses recherches. Donc, il s'agit des primo, ces discours politiques et officiels. Secondo, ces portraits commandés. On a vu un ou deux, je pense, ce matin déjà. Ces autres textes, correspondances, autobiographies, poésie, maximes, etc. Et en effet, comme 4e piste, les horoscopes commandés par ces astrologues, parmi plusieurs astrologues français, en effet. Et donc, je pense que je vais terminer par une citation d'une pièce de théâtre qu'on a jouée en Suède qui s'appelle « Pour disséquer une avalanche de neige », en suédois « Dissekering av ett snöfall ». De l'écrivaine suédoise Sara Stridsberg, qui est pas mal lue ici en France aussi d'ailleurs, qui nous fait rencontrer Christina sous la forme de la rebelle. Mais que fera alors le royaume d'un monarque si insubordonné? Dans la pièce de théâtre, Stridsberg fait dire le philosophe, c'est-à-dire Descartes, au roi Christina. Alors il dit, il faut donc mettre en question le monde entier, ou enfin toute la théorie de l'univers, pour qu'il puisse vous accommoder.
Vi måste alltså ifrågasätta hela världen eller hela teorin om världen för att den ska kunna rymma er. Voilà. De donner la parole, évidemment, une réflexion commune finalement. Oui, ben, je peux m'asseoir si vous voulez. Une réflexion commune aux différentes situations qui étaient très, évidemment, n'avaient pas grand-chose à voir ensemble. Mais ce qui m'a semblé, enfin j'ai beaucoup lu hein, le rapport des échanges de paroles entre Christine de Suède et le Sénat, où donc deux thèses, enfin deux parties s'affrontent sur plusieurs points de succession. Il me semble que ce n'est pas une situation de rhétorique, c'est-à-dire de débat, c'est-à-dire de persuasion, puisque d'un côté, on rapporte des raisons déjà connues et on les répète à l'identique sur plusieurs jours, et de l'autre côté, Christine de Suède redit les mêmes raisons. Donc, il y a l'apparence d'un échange contradictoire, alors qu'en fait, il n'y a pas d'évolution de la situation de persuasion et que, comme l'a dit, vous l'avez cité, hein, une correspondance, si j'ai bien compris, hein, c'est par l'autorité qu'elle impose hein, son choix tout en ayant entendu que certains n'ont jamais bougé. Et pour vous-même, il me semble aussi que à Oxford, et donc je laisse à part hein, la dernière prise de parole, la réponse à l'ambassadeur, qui est une refus. Mais du côté donc des prises de parole d'Oxford, il n'y a pas de visée de but persuasif. C'est une parole d'amitié, de cérémonie. Alors, il me semble que dans un des discours d'Oxford, peut-être il y a un conseil, mais des conseils, une exhortation. Pas beaucoup de raisons. Voilà, et que tout, en fait, est fait pour valoriser l'humanitas, c'est-à-dire communier sur les valeurs de l'humanitas dans le corps du discours. Voilà, c'était simplement ce point de... Voilà, si on réduit la rhétorique, non pas à beaucoup de choses, mais à l'art de faire bouger les lignes. Voilà, c'était le point que j'avais vu. Juste, ça m'intéresse de rebondir sur ce que vous dites, parce que c'est vrai, il y a en effet pas chaque partie ne bouge pas sur les lignes, et pourtant on a quand même l'impression que toutes ces 3 jours, cette succession de 3 jours d'échanges extrêmement redondants, en effet, sont quand même nécessaires pour arriver à l'imposition de cette autorité. Donc, s'il n'y a pas rhétorique, comme vous dites, dans l'échange même, dans les mots mêmes, en revanche, il y a vraiment une mise en scène de l'échange et du débat, même s'il est factice, qui permet d'arriver à cette imposition de l'autorité. Et on a vraiment l'impression que c'est seulement parce qu'il y a eu tous ces échanges qui ont été très longs qu'on peut aboutir à cette imposition-là. Donc, il y a quelque chose qui est intéressant quand même dans ces cas, dans un dialogue infraverbal. Enfin... Je pense qu'il faut aussi vraiment répéter et revenir dessus constamment, comme ce qu'elle demande au conseil, c'est quelque chose impossible, hors question. Et il y a bien sûr aussi un jeu en dehors du conseil, et il y a beaucoup de choses qui se passent qu'on n'a pas en écrit. Mais il y a aussi le fait que le chancelleur Axel Oxenstierna, qui est extrêmement important, il joue un peu le rôle de Michel de l'Hôpital au gouvernement ici au XVIe siècle, il est beaucoup absent. Et donc, quand il revient au conseil, il faut tout reprendre, quoi. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui contribuent, je pense, à ce façon de, comme vous dites, de répéter les choses pendant des semaines, oui.
Par rapport à ce que vous disiez sur les discours, Jack Sword, je pense qu'il faut distinguer les deux premiers discours qui sont des discours de jeunesse, où clairement on est face à une reine qui est un peu plus inexpérimentée et qui est plus dans le discours unificateur et consensuel, de celui de 92, où là c'est vraiment un discours de maturité d'une reine qui a vraiment une carrière politique, pourrait-on dire, derrière elle, où vraiment il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre de la prétérition, c'est-à-dire vraiment, je dis ça, je dis rien, mais en fait, ça serait quand même bien que vous vous taisiez les puritains, parce que, enfin, il y a l'idée quand même elle fustige un peu les esprits, elle dit trop zélés et trop exigeants. C'est une allusion clairement aux puritains qui dominent quand même la sphère académique. Et puis, elle revient sur des débats qui sont très à la mode, du genre, oui, si on pouvait éviter de questionner les lois, ça serait quand même pas mal, plutôt respecter l'ordre, c'est quand même mieux. Je m'y suis échelonné pendant des décennies. Donc, il y a quand même implicitement, je dirais, une visée argumentative. Voilà, mais qui n'est pas très affirmée par rapport à d'autres discours. Quand même, je pense qu'il y a cet ordre-là, quand même, il me semble. Alors, Benoît a anticipé exactement ce que je voulais dire. En vérité, effectivement, les deux discours de 1564 sont inscrivent certainement dans cette parole cérémonielle dont il a été question dans notre intervention. Et effectivement, je ferai une distinction par rapport au discours d'Oxford de 1592, où là, on a effectivement l'affirmation d'une autorité qui est assez surprenante. Et donc, non seulement, effectivement, la reine met en garde les autorités universitaires, mais elle les invite, en fait, à ne pas devancer la loi, mais à suivre la loi, comme si, en fait, les universitaires cherchaient en quelque sorte à s'ingérer dans le processus législatif, ce qui n'est évidemment pas du tout du ressort de l'université ou des propre des puritains de toujours questionner justement par l'autorité royale. En fait, c'était le problème, que c'est un peu des dissidents. Merci. Alors, donc, la parole est à la salle. Ah oui, allez-y. Mais il n'est pas ouvert. Je pense que vous n'avez pas les mêmes. Oui, mais ça marche? Non. Oui, vous m'entendez? Oui. C'est bon? Oui, d'accord. Oui, je voulais d'abord vous remercier pour d'excellentes communications. Alors, j'avais une remarque à faire sur le latin qui me semble être une matrice évidente pour toutes les langues qu'elle pratique. Alors, pour le français, c'est absolument évident, et même pour l'anglais. Oui. Et puis, pour Christine, j'ai été fasciné de la problématique ou du problème de la succession sans mariage, parce que pour Élisabeth, c'est exactement le même problème. Ah ouais. Et donc... Et pour les rois aussi, enfin, il y a un problème spécifique, mais il faut bien voir qu'il y a beaucoup de débats pour les rois sur la succession. Bien sûr. Et donc, c'est très intéressant de voir comment on répond à ce problème. Et l'une des solutions les plus simples, c'est évidemment de ne pas genrer le pouvoir et de représenter le pouvoir de façon assez neutre, finalement, ni masculin ni féminin, c'est-à-dire une sorte de pouvoir comme on a à l'époque. Oui, totalement abstrait, d'une certaine façon. Mais aussi, en parlant de l'impossible, comment Elisabeth, elle répond à cette demande quand elle dit que, d'accord, si quelqu'un meurt, et que si le roi meurt, il faut un héritier, mais moi, je n'ai pas la moindre intention de mourir. Je ne vais jamais le faire, donc on n'a pas besoin d'un héritier. Et elle répète ça. On écrit et à l'oral que non, on n'a pas besoin d'un héritier. Et bien sûr, c'est une réponse impossible, mais elle le fait. Et je trouve ça hyper intéressant aussi. Hein. Et bien sûr, elle a régné pendant 45 ans, donc en quelque sorte, elle avait raison. Hein. Aussi, j'avais juste une dernière remarque sur le suédois de l'époque, parce que j'ai cru reconnaître du latin dedans, mais je ne sais pas si j'avais raison ou tort, et il me semblait lourdement latinisé, ce que j'ai trouvé assez extraordinaire, parce que ce sont quand même des langues très différentes. Alors, je ne sais pas si vous avez une remarque à faire là-dessus. Non, mais c'est vrai. La reine Christine, elle a presque toujours écrit en français.
Et très, très rarement, elle s'exprime en suédois. Et si elle le fait, elle mélange beaucoup de latin dedans parce que, bon, c'est... Voilà, et parce que le suédois, à l'écrit à l'époque, c'est pas grand-chose, je dois dire. Donc, vous avez tout à fait raison. Autant je suis d'accord pour dire que Elisabeth, c'est un discours, enfin, c'est une harangue. Autant pour Christine, il y a un problème, c'est que d'abord, ça restitue 3 journées, soi-disant, de discussion, mais en fait, c'est très concentré. Puis surtout, quand on regarde, tantôt c'est du discours direct, tantôt du discours indirect, tantôt du discours organisé, tantôt du résumé. Et il y a le problème du genre du protocole. Qui écrit ce protocole et pourquoi est-ce que tantôt les gens s'expriment au nous, tantôt il y a quand même un... On n'a pas des paroles, on a des... Est-ce que c'est qu'un discours où il n'y a pas de sujet quelque part? C'est une négociation pour moi. C'est plutôt une sorte... Un protocole, d'ailleurs, encore aujourd'hui, c'est quand même une sorte de rendu, rien de plus. Et on ne peut pas appeler ça vraiment de la parole, il me semble. Il y a un problème. La parole est... En plus que, comme vous dites vous-même, apparemment, elle ne maniait pas très bien le suédois, mais j'imagine que le suédois du protocole est correct. Donc, tout ça pour dire qu'il y a vraiment un problème de prisme déformateur qui fait qu'on ne peut pas remonter réellement. Non, non seulement il y a aussi ce tir appartient dans quel ordinaire. Il peut être neutre. Pourquoi il change tout le temps de système de discours rapporté? Actuellement, on habite où les gens adoptent la 3e personne ou alors la première. Et là, c'est un mélange inextricable. Et on ne voit pas la logique. Je ne sais pas si vous avez des lumières là-dessus. Je n'ai pas d'élément de réponse direct, je dois dire. En effet, il y a cette alternance de modalités de restitution. La question du discours, en effet, moi, c'est quelque chose qui m'a interrogée aussi sur la présentation que vous avez fait au début, parce que clairement, on n'est pas du tout dans un discours là. On est vraiment plutôt dans un compte-rendu d'échange qu'il y a entre différentes parties. Après, quant à la question du tiers qui rend compte, là, moi, je n'ai pas d'élément de réponse. Je ne sais pas si toi, tu en as. Non, mais ça peut aussi différer selon les sessions. Et souvent, on ne sait pas qui même. C'est le secrétaire. Voilà. On ne sait pas qui est le secrétaire de telle session. Et parfois, on peut aussi voir que, ou on pourrait parfois soupçonner que le secrétaire rédige en quelque sorte le compte-rendu pour influencer un peu le contenu aussi. Donc, comme c'est souvent le cas aujourd'hui aussi, quand on écrit un compte-rendu dans une situation extrêmement tendue, extrêmement difficile, parce qu'on essaie de résoudre un problème qui est impossible à résoudre, quoi. Donc, il y a tous ces niveaux exactement du problème. Et donc, je trouve extrêmement intéressant ce que vous dites sur le contexte. Qu'est-ce qu'on peut savoir du texte qu'on a devant soi? Merci. Juste pour répondre à la question du script, le traducteur Luc Lefebvre est en train de retrouver les informations puisque c'est indiqué dans la préface du volume. Et donc, vous avez pas du tout pour seulement cette question-là des 3 jours, hein, c'est vraiment c'est récurrent, c'est la manière d'écrire extrêmement bizarre pour nous. Et voilà, donc il avait des informations, si jamais il les retrouve, il les indique. Oui.
Non. Oui, et Luc Lefebvre, d'ailleurs, ce jeune chercheur franco-suédois qui a fait un travail immense pour essayer de traduire tous ces textes du suédois en français. C'est vraiment c'est merveilleux ce qu'il a fait. Alors, apparemment, jusqu'en avril 1649, mais ça ne va rien vous dire. C'est Daniel Bem, Anobli Bemer. Est-ce que vous connaissez? Non, c'est impeccable. Et après le mois d'avril, c'est Olaf. Voilà. En tout cas, donc, ça prend des recherches. Mais peut-être que comparer les deux manières de reporter les procès-verbaux, ça serait aussi intéressant. C'est de voir s'il y a une sorte d'école de retranscription ou si c'est ou s'il y a une manière partisane. Mais non, mais en fait, pardon, parce qu'en fait, oui, juste une seconde, et puis après, on fait circuler la parole, mais que ce soit sous forme narrativisée, directe, indirecte, ce qu'il repère, ce sont toujours ce qu'on appelle les raisons dans la traduction, c'est-à-dire les arguments. Et donc, c'est la matrice du discursif, pour revenir à une autre problématique. Bien sûr qu'elle n'est pas constituée, mais les arguments qui, pour eux, dans l'ancienne rhétorique, l'argumentativité est au cœur. Ajoute les autres couches, la confusion. Voilà. Là, on les a beaucoup. Je crois qu'il y avait une question. Voilà. Bonjour, j'ai une remarque et une question. Un fait peu connu est que les plans du palace de Placentia au Greenwich étaient conçus par la grand-mère d'Isabelle Ier, la reine Isabelle de York. C'est important parce que c'est le palace le plus important pour la reine Isabelle. Oui, enfin, en tout cas, c'est ce qu'on dit, effectivement, c'est Elisabeth York, donc là, un peu la reine-mère, on va dire, de la dynastie Tudor qui aurait dessiné effectivement ces plans. C'est une des seules choses qu'elle ait faites parce qu'on n'a pas grand-chose sur elle quand même, elle était assez discrète. Voilà. Et ma question est pour vous. Est-ce que nous avons de l'information de l'usage des livres écrits par l'humaniste espagnol Juan Luis Vives dans l'éducation des cours d'Elisabeth? Alors, pour le cas de Vives, c'est vrai qu'on le cite plus pour Marie, vu que c'était son précepteur particulièrement. Quant à savoir si Elisabeth a eu, à un moment donné, entre les mains cet ouvrage, c'est difficile à dire. Après, ce n'est pas impossible qu'il ait été réutilisé aussi pour elle, parce que vraiment, il a un ton assez universel pour toucher toutes les femmes à l'époque, donc c'est possible. Je ne saurais pas l'affirmer, mais c'est en tout cas envisageable. Dans le livre pour l'éducation de Marie, fait par Juan Luis Vives, il y a beaucoup de références à Cicéron. Exactement. Exactement. Je crois qu'Elisabeth a grandi à le palace de Beaulieu et la bibliothèque en Espagne. Oui. Je crois que ça, c'est important pour étudier. Mais totalement. Et puis même dans The Schoolmaster, il y a des passages entiers où il dit, les auteurs, ils préconisent à Roger Ascham, tous les auteurs qu'il faut consulter, dont Cicéron, forcément l'incontournable, entre autres. Donc, il y a une convergence, et comme vous dites, les livres étaient présents, donc c'est pas impossible, sachant à quel point elle aimait lire, que vraiment elle se soit dirigée vers cet ouvrage. Vraiment. Oui. Bonjour, merci beaucoup à l'orateur et toutes les oratrices. Mais je vais poser une question à Claude Lacharité et à Benoît Chêne. Pour Claude. Donc d'abord, merci pour de nous avoir fait comprendre mieux ces discours. Et moi, à part de l'avoir fait découvrir, je trouve vraiment très intéressant, et notamment ces discours prononcés dans les universités. Voilà, il y a un enjeu effectivement très important pour l'histoire des femmes, notamment. On pense à Virginia Woolf au bout de la chaîne, donc vous l'aviez en tête visiblement, Benoît. Et je voulais juste dire un tout petit éclairage. Claude, tu as parlé de l'humour à la fin avec ce jeu de mots, enfin ce mot employé à double sens, la couillescasse, pour prononcer dans d'autres circonstances. Et dans le premier discours,
quand elle se met à parler en anglais, alors qu'il est interdit de parler anglais, bon, et qu'elle leur fait une référence humaniste grecque. Bon, clairement, elle se moque quand même, enfin, elle affirme son pouvoir, mais avec une ironie grande. Donc, on peut, enfin, moi, il me semble, on peut tout relire avec une ironie extrêmement grande. Enfin, moi, mon texte, c'est Marguerite de Valois, c'est ironique du début à la fin. Bon, Catherine de Médicis, c'est pareil, voilà. Donc, je pense enfin, si on les lit comme ça, bah ça, à la fois, ça renforce certaines interprétations, mais ça oblige aussi à une très grande prudence par rapport à toutes les questions et les questions de rapport au genre. Alors, je ne suis pas très sûre qu'on emploie tous le mot genre de la même manière. Voilà, si on l'emploie comme un simple synonyme de le féminin, le masculin, alors effectivement, voilà, on peut dire qu'il y a des… sur le rapport du pouvoir au féminin ou au masculin, ce n'est pas la même chose. Enfin, on peut dire certaines choses, mais si on le prend par rapport à la manière dont le pouvoir répartit la hiérarchie, voilà, entre le féminin et le masculin, alors il y a des choses, c'est compliqué de dire dans certains contextes, enfin pour le contexte français par exemple, voilà, le pouvoir il est patriarcal, il est toujours associé au genre masculin, et quand les femmes vont dégenrer, etc., enfin, il faut toujours se replacer par rapport à ça. Donc pour l'Angleterre, alors je suis très ignorante, voilà, je ne peux pas le dire. Mais voilà, si ça devient un jeu très complexe avec cette ironie, je pense que… Et voilà, et ces femmes ont beaucoup d'humour. Je ne connais pas bien Christine de Suède, mais on a vu aussi des manières de… Voilà, donc cette notion-là, l'humour est rarement mise en avant pour les femmes. On les présente rarement comme drôles. Hein. Partie des choses, je pense, où il y a vraiment beaucoup de choses à montrer. Et puis, ça montre des choses complexes. Donc voilà, je voulais savoir votre… Pas le micro, alors, je sais pas ce qu'il est. Alors, le micro. Ah. Oui, alors, juste un mot de réponse rapide à Caroline. Effectivement, par rapport au premier discours de Cambridge, l'espèce d'ajout en anglais, effectivement, ça me semble être une manière, en quelque sorte, d'affirmer de façon discrète, mais néanmoins incontestable, une certaine autorité, puisque, en fait, on n'a pas cessé dans la préparation de l'intervention de la reine d'insister sur le fait qu'il ne fallait surtout pas parler anglais. Et quand même, elle prend la peine de parler anglais à la toute fin. Bon, évidemment, c'est pour, comment dirais-je, ce qu'elle dit est intéressant puisqu'elle prétend finalement que tout ce qu'elle a dit doit être absolument oublié et qu'elle espère que donc les auditeurs vont boire au fleuve du Lété pour que justement ils ne gardent aucun souvenir de ce qui vient d'être dit. Mais oui, je pense qu'il y a là quelque chose comme une volonté de transgresser la seule règle qui ne devait absolument pas l'être. Maintenant, je ne suis pas certain, par contre, que dans les références qu'elle fait à Alexandre le Grand, d'une part, et l'autre, enfin, une espèce de citation un peu étrange qui est apparemment tirée de Démosthène, mais en fait, la source n'est pas très bien connue. Il y a comme deux confusions assez importantes dans les deux seules références qu'elle fait à l'Antiquité grecque. Et là, je ne suis pas certain que ce soit nécessairement de l'ironie. Je me demande si ce n'est pas simplement un souvenir un peu ancien, une réminiscence approximative, parce qu'en fait, ce qu'elle attribue à Alexandre le Grand, c'est en réalité ce que Plutarque dit à propos de Jules César, c'est-à-dire qu'elle dit Alexandre le Grand, contemplant les réalisations de ses prédécesseurs, s'est mis à soupirer, à regretter de ne pas avoir réussi à accomplir quoi que ce soit, mais en fait, c'est Jules César qui a cette réflexion en pensant à Alexandre le Grand, ce qu'il avait accompli au même âge que lui. Donc là, s'il y a une ironie, j'avoue que je ne saisis pas très bien en quoi elle contribue finalement à son discours. Et même chose par rapport au passage attribué à Démosthène, à savoir que les paroles des grands seraient les livres des inférieurs. En fait, il n'y a pas réellement de passage
de Démosthène qui correspond à ça. Donc, je ne sais pas très bien, là non plus, d'où elle tire cette référence un peu obscure. Mais moi, je suis tout à fait ouvert. Effectivement, je crois qu'il y a, de toute façon, de manière générale, pas seulement dans le cas des femmes, mais même de manière générale, dans les corpus néo-latins, il y a beaucoup plus d'humour qu'on ne le croit généralement. Hein. Et donc, on est un petit peu aveuglé parce qu'on part du principe que le latin est une langue savante et donc austère et sérieuse. Mais chez beaucoup d'humanistes, hein, il y a une utilisation très, très ludique du latin. Souvent, ça passe par la connivence avec le lecteur, avec le destinataire. Et je ne vois pas de raison qu'il en soit autrement chez les femmes de la même époque, hein, surtout quand on a affaire à une latiniste quand même assez accomplie, comme c'est le cas d'Élisabeth. Juste rajouter qu'Élisabeth était un peu réputée pour son humour extrêmement incisif. Donc, je pense qu'il y a une part d'humour aussi au moment où elle tacle l'ambassadeur polonais. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Pour ce qui est de la question du genre, en fait, en Angleterre, le pouvoir... alors, Bernard Cotteret a parlé de lois phalliques non écrites dans le cas de l'Angleterre, à partir d'Henri VIII. En fait, il y a un vide juridique jusqu'à 1554, comme tu l'as montré, Isabelle, que Marie va combler justement en montrant que les reines peuvent aussi bien régner que les hommes. Il n'y a aucun problème au niveau de le caractère licite du pouvoir. Pour moi, c'est vraiment Élisabeth qui va faire bouger les lignes de par sa longévité. En fait, elle va montrer qu'une femme peut très bien régner aussi bien qu'un homme, voire plus longtemps la concernant, et qu'elle peut faire la fusion des deux. Pour moi, le pouvoir, il est mixte en fait en Angleterre. C'est un pouvoir androgyne parce qu'elle insiste beaucoup sur cette dimension androgyne du pouvoir tout au long. Il y a toute une mystique androgyne en fait. Voilà. Peut-être encore une question, et puis c'est riche. Oui. Moi, j'en aurais une. Bon. Moi, vous m'entendez? Oui. J'aurais une question sur deux mots qui m'ont frappé dans les deux cas. La pudeur féminine dans un cas et le désir dans l'autre cas. Et je me disais, je me demandais quel était l'usage de ces mots dans les textes qui nous occupent aujourd'hui, en réfléchissant aussi à ces questions de séparation entre la question, oui, du privé et du public, de l'intime et du public. Donc, quand Élisabeth utilise le terme de pudeur féminine, que veut-elle dire? Et quand Christine parle de son désir de ne pas, de quoi s'agit-il? Moi, justement, c'est très souvent la question, enfin, même uniquement là dans ces textes de tête, la question du désir, elle dit justement elle est associée au fait qu'elle ne souhaite pas se marier et que son désir ne s'y porte pas. Et du coup, c'est étroitement associé au fait que tout ce qu'elle dit sur le mariage est très marqué justement par ce jeu personnel et cette dissociation complète qu'elle fait entre non seulement le fait que pour elle, ça ne relève pas de sa fonction publique et qu'elle fait tout ce travail de dissociation à essayer de prouver et de démontrer quand même dans une certaine mesure que ça peut être dissocié. Et je viens de perdre le deuxième aspect. Donc, il y a à la fois... Pardon, c'était juste, j'avais deux aspects en tête et je ne retrouve plus. Peut-être après, je reviendrai dessus. Mais en fait, à chaque fois, la question du désir, elle est liée au jeu et à la séparation, à l'affirmation d'une séparation des deux. Donc là, pour moi, il y a quelque chose qui relève vraiment de cette démarche-là. Mais... Et même le fait qu'elle se sert du mot est étonnant parce que en Suède, à l'époque, la Suède était un pays de guerre. Si je généralise un peu, pas de culture, pas de littérature, on fait la guerre. C'est ça. Et le roi Christina, elle veut autre chose. Elle veut la religion, la culture, la littérature, la philosophie. Elle voit qu'il y a d'autres pays qui font constamment la guerre aussi. Donc, le désir, ça n'a rien à faire avec le roi. Le roi n'a pas de désir. Il
Il doit garantir la force, la monarchie, la paix, oui, mais pas nécessairement, plus souvent la guerre. Et donc, le fait qu'elle exprime un désir, ça, en parlant de l'humour, je ne sais pas comment, c'est vraiment accueilli dans le conseil avec une centaine d'hommes. Bon, donc, ça sera hyper intéressant de faire analyse de discours uniquement sur ce mot-là, je pense, parce que oui. Ceci dit, c'est quelque chose qui n'est pas spécialement relevé, en revanche, par ses interlocuteurs. C'est-à-dire que autant ce qui est relevé, c'est le fait qu'elle a des devoirs et le devoir de se marier et d'avoir des enfants, mais alors la question du désir n'est pas du tout relevée par ses interlocuteurs, n'est pas saillant en fait. Alors, par rapport à la question de la pudeur, bon, évidemment, le mot employé, c'est pudor, alors qu'habituellement, donc en latin humaniste, lorsqu'on parle de la vertu cardinale féminine, on parle plutôt de pudicitia. Alors, il était question tout à l'heure du traité de Vives, dans le De Institutione Feminae Christianae de Vives, c'est vraiment la vertu cardinale féminine par excellence, c'est la pudicitia et non pas la pudor. Alors là, j'avoue que je ne sais pas très bien pourquoi pudor est employé au lieu de pudicitia, mais à mon avis, ça relève quand même de quelque chose d'assez conventionnel, c'est-à-dire c'est la partie du discours où en fait la reine fait état d'une sorte de modestie, un peu de convention. Comme elle est mauvaise latiniste, il est inconvenant pour elle de parler latin devant un auditoire universitaire, mais à plus forte raison, comme elle est en plus une femme, on s'attendrait à ce qu'elle soit d'autant plus, disons, pudique, c'est-à-dire qu'elle n'affiche pas son ignorance de manière aussi évidente, mais à mon avis, là, on est tout à fait dans, je dirais, la partie un petit peu convenue de son discours. C'est à mettre au même plan que l'insistance récurrente sur son apparente barbarie, mais le seul fait qu'elle insiste autant sur sa barbarie nous montre bien qu'elle n'est pas justement marquée par ce défaut. Bon. Revenir sur le cas de Christine de Suède et ce désir secret. Hein. Ce qui me frappe aussi, c'est en quelque sorte une rhétorique de la réticence. Et cette rhétorique de la réticence, on la trouve aussi dans un discours très compliqué d'Élisabeth d'Angleterre sur ces questions-là, où elle dit qu'elle répond, elle garde le silence, elle gardera le silence. C'est en lien avec sa devise, en fait. Voilà. C'est Video et Takeo qui veut dire justement je vois tout, mais je garde le silence, et qui est clairement une posture féminine, en fait, à l'époque. Et je crois que dans ce discours, il y a aussi une enquête philologique sur désir, parce que dans le discours anglais, il y a un terme où elle dit « ma volonté peut s'accommoder avec ce que vous venez de voir, mais pas », et je ne sais plus le terme anglais employé, mais qui pourrait être traduit par désir. Et voilà, il y a vraiment un écho, et qu'est-ce que c'est que cela? Comment est-ce sourcé d'un point de vue philosophique? Moi, je crois que là, il y a vraiment une enquête à mener.